La première grande ligne de chemin de fer à vapeur spécialement construite pour l'exploitation des transports des marchandises et des voyageurs date de 1830. Elle mesurait 58 km et reliait Liverpool à Manchester. Elle était l'œuvre de George Stephenson. Son succès fut immense et les progrès rapides grâce notamment à la chaudière tubulaire du français Marc Seguin. Ce même Seguin, avec son frère, fut à l'origine en 1844 de la première ligne régulière française entre Lyon et Saint-Étienne. Il est difficile de dire avec certitude quand a roulé le premier train miniature, mais on peut, sans crainte de se tromper, affirmer que l'évolution des modèles réduits a suivi de très près le développement des chemins de fer. Pour ne pas choquer les amateurs, nous ne parlerons pas des vagues locomotives en bois que les jeunes enfants traînent derrière eux avec une ficelle. Elles sont sans doute aussi vieilles que les vraies. Toujours est-il que les bricoleurs ont à coup sûr devancé les fabricants de jouets. La Buddicom, par exemple, que nous aurons l'occasion d'admirer, a été réalisée en 1864. Gageons que de par le monde, dès cette époque, il s'est trouvé au moins autant de constructeurs que de modèles à reproduire. Aujourd'hui, à côté de ces amateurs acharnés, fanatiques de fidélité, tout un monde de collectionneurs s'adonne au modélisme ferroviaire, s'abonne aux journaux spécialisés et consacre temps et argent à perfectionner son réseau. Leur passion est née quelquefois de leur premier train électrique, le plus souvent de celui de leur premier enfant. Car à l'heure de l'informatique, le modélisme ferroviaire est avant tout affaire d'adultes. Reste aux enfants sages le loisir d'admirer. Mais à l'heure des bébés, des CC, du turbotrain et du TGV, les véritables passionnés de modélisme ferroviaire ne jurent que par la vapeur. Les 141R, les Pacific 231 ou encore la Buddicom d'un autre siècle. Sans doute les lignes pures et aérodynamiques d'aujourd'hui et la banalité du moteur électrique ne leur permettent-elles pas d'exprimer toutes leurs possibilités. Monsieur Bernard est de cela. Fasciné par la vapeur, il y a voué sa vie et sacrifié ses loisirs. Sa lison marche comme lavrée au charbon. À l'exposition et par mesure de sécurité, il ne lui est cependant permis de la faire fonctionner qu'à l'air comprimé. Si on grossissait 15 fois cette maquette, on obtiendrait la vraie Pacific 231. Oui, elle ferait environ dans les 80 tonnes déjà. Pacific 231, pourquoi? Oui. Eh bien, en principe, une locomotive est déterminée par le nombre d'essieux qui est là, oui. Ce qui veut dire que pour la 231, vous avez le bogie qui compte pour 2, les 3 roues motrices et le bicelle arrière, le 231. Alors après, vous avez la lettre P, c'est suivant les modifications qui ont été apportées à la machine. Après 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, le nombre de machines que l'on construit, vous voyez. Toute machine est déterminée par le nombre de roues, vous voyez. Quelles sont ces caractéristiques techniques? Alors, en principe, les Pacifiques sont apparus environ en 1910. Seulement, les ingénieurs ont apporté beaucoup d'améliorations pour les rendre plus puissantes pour les efforts qu'on leur demandait. Mais moi, j'ai voulu, principalement en 1968, ayant eu la possibilité de construire cette machine au dépôt de Nice, d'apporter en somme une technique importante que Chaplon-André avait déjà créée sur des prototypes qui devaient en somme rivaliser avec la machine électrique. C'est-à-dire qu'elle était aussi puissante que la machine électrique. Alors, cette technique est, premièrement, d'avoir des boîtes à rouleaux. Il n'y a plus de chauffage de coussinets, parce qu'en principe, les locomotives, c'était des éternels malades. Au point de vue des boîtes d'essieux, déjà, et des bielles. Alors, à chaque instant, il fallait s'occuper des machines et les mettre en état. Alors, boîte à rouleaux, bielle à rouleaux, et moi, j'ai fait une composition de cylindres un peu exceptionnelle, ce qui a enthousiasmé M. Chaplon-André. Des boîtes à vapeur spéciales, c'est-à-dire que dans ces cylindres, il y a en somme une double admission et une double détente, ce qui permet une plus grande puissance à la locomotive et la machine n'est pas bridée. Et on peut arriver à atteindre des vitesses de 200-250 à l'heure, avec un tonnage environ de 400 tonnes. Oui. C'est en somme
les machines qui rivalisaient avec les machines électriques. Pour construire une machine en activité, il faut compter à peu près 10 ans, oui, de travail, en faisant votre service ou alors et en revenant à la maison pour travailler. Parce qu'une machine, il faut compter à peu près 8 à 10 000 heures de travail. Alors, il faut compter à peu près 10 ans pour faire une locomotive. Mais en activité, en retraite, ayant tous les jours à moi, eh bien, j'ai mis 4 ans avec 10 000 heures de travail, oui, en travaillant tous les jours dessus, oui. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit, ceux qui, sans tenir compte du temps qui passe, façonnent et usinent pièce par pièce, souvent à partir des plans originaux, ces merveilles de fidélité et de précision. Toutes fonctionnent. La Budicom La Virginie est l'exacte réplique de la Budicom Saint-Pierre, conservée au dépôt de Chalon-sur-Saône et construite à Rouen en 1843 par l'ingénieur britannique William Barber Budicom pour la ligne de Paris à Rouen. La Budicom La Virginie a une histoire. Son propriétaire, on ne sait s'il était aussi son constructeur, se trouva un jour dans l'embarras. Il ne pouvait payer la pension de son fils, pensionnaire de l'école Saint-Joseph. Il offrit en échange son œuvre d'art, elle fut acceptée, et c'est ainsi qu'elle nous est parvenue. Deux sortes d'amateurs en matière de trains miniatures. Ceux qui attendent les dernières reproductions des constructeurs français et étrangers aux échelles HO 1/87e ou N 1/160e, et ceux qui recherchent les vieux trains électriques en fer blanc construits à partir des années 20 aux échelles O 1/43e ou 1 au 1/35e. Leur tâche est plus difficile car les fabricants ont soit disparu, soit abandonné la fabrication des échelles O et 1, jugées trop encombrantes. Parce que les enfants aussi s'intéressent au train sans pour autant se montrer trop sourcilleux sur la réalité du modèle, un fabricant a conçu pour eux un réseau sans sophistication. Les mordus du modèle réduit ferroviaire le considèrent sans indulgence. Pour les tout petits, les rails sont de trop. Pour ceux qui pourraient le faire fonctionner, les rames sont vraiment trop sommaires. Les chemins de fer, c'est vraiment une vocation pour vous, Monsieur Bernard. Oui, c'est une vocation qui remonte à peu près en 1930, où j'étais apprenti au Creusot. Et ma première locomotive, ça a été de faire une 232 au fil. Vous n'étiez pas encore à la SNCF? Non. C'est une passion. Et alors cette machine m'a permis de rentrer au chemin de fer. Vous l'avez exposée à Chalon? À Chalon, oui, à la Chambre de commerce en 1936. Alors elle était remarquée par le directeur de la Chambre de commerce. Et alors ça m'a permis de rentrer au chemin de fer, oui. Vous êtes rentré au chemin de fer avec votre locomotive sous le bras? Oui, oui. Avec des plantes à M. Huguin, qui était chef de dépôt à ce moment-là à Chalon-sur-Saône. Vous êtes monté en quelle année pour la première fois sur une locomotive? En 1937. Ah ben, ça remonte bien plus loin, ça remonterait à peu près à l'âge j'avais 14 ans à peu près. Oui, une fois que je suis monté sur les machines. Oui, mais pas pour y travailler. Pas pour travailler, parce que j'étais un mordu. Alors pour vous dire tout, alors on avait des répétitions le soir de musique, les lundis et les vendredis. Alors après 10h30, je partais en gare de Chalon. Je donnais mon tambour au bagage. Je prenais un billet de quai, je payais 10 sous. Et j'ai voir passer le train 103 qui venait de Paris. Et après le 104 qui revenait de Lyon. Alors là, j'étais en extase devant la machine, je causais avec le mécanicien. Et tôt ou tard, j'ai fait connaissance avec eux, puisqu'ils repassaient souvent. Alors ils m'autorisaient à monter sur la machine. 2 minutes. Puis je descendais, je prenais mon tambour, je rentrais chez moi.
Mais en 1937, vous êtes monté à bord pour y travailler, alors. Ah oui, pour travailler, oui. Enfin, comme apprenti chauffeur, oui. C'est vous qui ameniez le charbon? Oui, voilà. Enfin, c'était sous les conseils du mécanicien qu'on apprenait à chauffer, oui. Parce qu'en principe, un mécanicien, il choisissait son chauffeur et après, c'est lui qui le formait, oui. Et vous êtes devenu mécanicien en quelle année? Ah ben, ça a monté assez loin parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avancement à ce moment-là. Alors, premièrement, j'étais chauffeur en 43. Après, j'ai passé l'examen en 44 d'élève mécanicien. Et ensuite, j'étais nommé mécanicien qu'en 50. Oui, ça n'allait pas vite. Et après, mécanicien en 57, 7 ans après. En principe, mes grades ont été tous de 7 en 7. Oui, oui. Et là, vous aviez votre locomotive? Ah non, oui. En principe, quand on est mécanicien, vous êtes titulaire d'une locomotive. C'est sur cette machine, M. Bernard, que vous avez terminé votre carrière? Oui, c'était mon dernier train en 65, le jour de mes 50 ans. Et ce sont les dernières machines qui ont parcouru le réseau français et qui venaient d'Amérique. C'est en somme, le parc a été renouvelé avec ces locomotives. Elles étaient mixtes, c'est-à-dire elles pouvaient aussi bien assurer le train rapide, express ou marchandises. Elles étaient limitées à 100 l'heure. Par exemple, le Mistral, il était limité à 100. C'est pas vous qui l'avez construite, celle-là? Ah non, c'est un ami, malheureusement il n'est pas ici, c'est M. Bécanier de Besançon. Je regrette qu'il ne soit pas ici pour expliquer son travail. Un travail C'est une très belle machine, et surtout que cette personne n'est pas cheminote, et deuxièmement, il a eu des difficultés au point de vue d'avoir des plans.